Donc, je m'appelle Aurélie Dudésert, je suis professeure des universités à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers et donc je suis en charge de l'animation du club digitalisation et organisation depuis 2014. Pour traiter de cette question qui était la transformation digitale des organisations, nous avons choisi donc de confronter les regards et de monter un groupe de travail, enfin vraiment un club, avec des praticiens et des chercheurs qui allaient essayer de comprendre ce phénomène et surtout l'accompagner dans les entreprises. L'originalité pour moi de ce club, c'est d'avoir trois angles de vue qui sont rarement rassemblés. Le premier, c'est qu'on a choisi de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que dès 2014, on ne pensait pas trouver la solution, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, le club va s'inscrire dans un temps long. Donc, ce qui nous permet de suivre l'évolution des transformations digitales dans les organisations. La deuxième originalité, c'est que ce travail est une co-construction avec des cadres d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va, au sein des membres du club, ce sont soit des managers, soit des middle managers. Troisième originalité, dans les travaux que nous avons menés, nous avons eu immédiatement un parti pris. L'idée, ce n'était pas de comprendre uniquement, c'était de se dire que le futur n'était pas écrit à l'avance. Dans la manière dont nous avons analysé et compris le phénomène, nous avons fortement évolué au fil des 3 années. Au départ, on était parti sur une définition, et on a considéré le phénomène en l'appelant la digitalisation. C'est le nom d'ailleurs que porte le club. Et au fur et à mesure des années, on a glissé, sans s'en rendre compte forcément, vers le concept de transformation digitale. Et ça, c'est pas juste un truc de mode ou un effet de vocabulaire. En fait, ça va bien au-delà. C'est une évolution de la perception de ce phénomène. Au départ, lorsqu'on a parlé de digitalisation, on l'a perçu comme étant un phénomène que l'on subissait. Et au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'était plutôt un phénomène qui nous permettait d'agir et qui nous conduisait à agir très vite et à prendre en main les choses. Deuxième élément, moi ce qui m'a frappé, c'est l'ensemble des démarches qui ont été montées très rapidement dans les entreprises pour traiter de ce phénomène. Ces démarches ont été menées de façon extrêmement soutenue par l'ensemble des directions générales sur des modes totalement expérimentaux. Ce qui, moi, m'a vraiment beaucoup surpris parce que sur les démarches transverses dans les organisations, comme le management de la qualité qu'on avait connu avant, le développement durable, on n'a jamais eu un tel investissement. C'est l'attente extrêmement forte des managers quant à la transformation digitale. Alors, deuxième grand élément, c'est le fait que l'ensemble de ces démarches, comme je vous le disais, ont été déployées très rapidement, de façon très importante, avec des ressources humaines, des ressources technologiques, des ressources financières lourdes, et toujours soutenues très haut par les directions générales. Au fur et à mesure, tout ça s'est concentré autour d'un slogan qui est la peur de l'ubérisation. Sachant que personne ne sait ce que c'est que l'ubérisation. Mais on utilise ce slogan-là, on se dit on a peur de se faire ubériser, c'est-à-dire en gros, on a peur de disparaître sous l'impact de pression extérieure qu'on ne maîtrise pas et de changements non anticipés. Du coup, les entreprises ont mis en place des démarches, parfois très orchestrées, mais en fait, ce qui a le plus marché et ce qui aujourd'hui marche le mieux, ce sont des démarches qui sont expérimentales, ancrées dans des pratiques, extrêmement délocalisées, et qui reposent moins sur des grandes actions programmatiques et planificatrices que sur des initiatives de l'ouverture d'esprit et de la motivation. C'est la quantité d'expérimentation qu'ont accepté de mettre en place les entreprises. C'est-à-dire, les entreprises ont pris des risques sur la transformation interne du travail. Dernier point que je retiens, c'est une très forte attente de la part des cadres. Ce métier-là va se caractériser par des modes d'encadrement qui sont beaucoup plus distants, mais finalement beaucoup plus proches des individus. Concrètement, les cadres ne voient pas toujours leurs équipes au quotidien, mais par contre, ils les connaissent mieux, ils ont des relations beaucoup plus proches, ce qu'on appelle des relations human to human, on en a parlé l'année dernière, c'est-à-dire individu à individu, et ils travaillent beaucoup moins avec le contrôle et beaucoup plus avec la confiance, en fait. Alors ça, c'est pas vrai chez tous les managers, encore une fois, mais c'est une tendance forte qui se développe et qui est très perceptible. Et ça a un corollaire, c'est que
les cadres qui ont intégré cette mutation-là de leur métier considèrent que cette mutation doit être partagée dans toute l'entreprise. C'est-à-dire que pour eux, c'est la seule manière d'être efficace aujourd'hui dans l'entreprise. On se rend compte que la transformation digitale n'a fait que réveiller un sentiment qui est ancré depuis une bonne quinzaine d'années chez les cadres, et les middle managers et les managers, à savoir le sentiment qu'ils sont infantilisés dans leurs fonctions. Vous allez avoir deux mouvements qui sont très perceptibles aujourd'hui. Le premier mouvement, c'est celui des makers, des hackers, des intrapreneurs. Donc ces gens-là, ils partent de ce constat, l'entreprise doit bouger, et on va faire en sorte de la déstabiliser pour casser l'inertie organisationnelle. Alors c'est une déstabilisation qui en général est bienveillante, hein, mais ça part quand même de l'idée qu'il faut déstabiliser, c'est-à-dire qu'il faut agir. Et puis vous avez un autre mouvement qui est beaucoup plus insidieux et qui est à mon avis beaucoup plus dangereux pour l'entreprise, qui est celui du slashing, où vous allez avoir des acteurs qui soit restent en poste aujourd'hui, mais se désengagent progressivement de leur implication professionnelle pour trouver une activité ailleurs qui leur plaît plus, qui leur donne plus de sens. Donc en fait, leur activité dans l'organisation, c'est en quelque sorte alimentaire. Ils le font, mais ça ne les intéresse pas. Ou alors le slashing, ça s'exprime de façon beaucoup plus affirmée aussi. On quitte une organisation et on devient un freelance du management. Donc disons que j'aurais trois grandes priorités. La première, ce serait déjà d'accepter les transformations du travail à tous les niveaux. La seconde, c'est de soutenir et valoriser les managers et les initiatives locales. Et la troisième, c'est libérer la créativité et la collaboration en reconstruisant un projet d'entreprise qui a du sens. Je manage des collaborateurs et des managers qui sont intelligents. Et c'est très difficile de manager des gens intelligents, beaucoup plus que de manager des exécutants. Mais je me dis que je vais essayer de le faire et que je vais, en prenant conscience de ce phénomène, je vais essayer d'en tirer parti parce qu'il y a là un potentiel de créativité qui est largement supérieur à celui que j'avais il y a 20 ans dans mon entreprise. D'abord, je redéfinis une juste mesure des indicateurs de reporting. Et je leur donne les moyens d'expérimenter et de développer des choses, de lancer des choses, même si on ne sait pas ce que ça va donner. Je donne cette possibilité aux gens de sortir de leur cadre, juste tâche à exécuter. Ensuite, je forme les managers à cadrer l'autonomie plutôt qu'à déléguer, qui est probablement le plus important, surtout en France. J'intègre dans les comportements managériaux la vitesse d'échange. C'est-à-dire que je reçois des mails dans la journée, je réponds dans la journée. Même si je sais que je n'ai pas la solution à toutes les demandes qui me sont faites, j'accepte d'apporter une solution dégradée quand j'ai une question. Eh bien, moi, top manager, je reconstruis un projet d'entreprise qui essaye de donner plus de sens à mon activité. Jusqu'à présent, mon projet d'entreprise, il était structuré autour d'un modèle tiré par l'offre. Donc, je m'étais posé essentiellement trois questions. Qu'est-ce qu'on produit? Comment produire? Et qui produit? Aujourd'hui, c'est évidemment pas ce qu'il faut sur le marché. Donc, je reconstruis un projet d'entreprise autour de 5 grandes questions. Pour qui on produit? Forcément, c'est le client qui est au centre. Qu'est-ce qu'on produit? Pourquoi on le produit? Pourquoi c'est nous et pourquoi c'est pas l'autre? Pourquoi c'est pas le concurrent? Ça, cette question, elle est très importante. Qui le produit? Et ensuite, seulement, comment le produire? Parce que comment le produire? Aujourd'hui, ça peut être comme ça, mais demain, ce sera autrement. La démarche, elle est délicate, parce que dans l'entreprise, tout le monde n'est pas motivé. Il y a des gens qui ne sont même pas conscients que ces transformations sont en cours. Il y en a qui sont très conscients, et puis il y en a qui ne sont pas du tout conscients. Hein. Donc ça, c'est clair. Deuxième problème, les tensions sociales sont très fortes dans les entreprises. On est dans une logique de long terme, quand on met en œuvre une transformation comme celle que je viens d'évoquer, qui n'est pas forcément comprise par les actionnaires. Moi, si j'étais top manager, déjà, je ne le ferais pas toute seule. C'est-à-dire que je m'appuierais sur une vraie équipe avec des gens qui n'auraient pas forcément mon niveau hiérarchique d'ailleurs, mais des gens qui connaissent mon métier, qui sont ancrés dans mon entreprise, dans les pratiques de travail, qui ont un esprit critique aiguisé, c'est-à-dire qui sont capables de me dire là, tu vas complètement dans le mur. Et je m'appuierai aussi éventuellement sur des gens de l'extérieur. Je ne viserai pas une révolution radicale, je viserai une transformation progressive. Et pour moi, la stratégie, ce serait plutôt la stratégie du nénuphar. C'est-à-dire que dans ma petite mare, là, j'ai mon petit nénuphar qui prend un territoire, qui du coup jamais ne revient en arrière, mais qui progressivement fait grandir la prise sur la mare, quoi. Orange.